Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le cours de la planification familiale et sexualité. C'est un cours destiné à la filière sage-femme, semestre 3, cycle de la licence professionnelle pour l'année 2024-2025. C'est un cours préparé et présenté par professeur Saada Belgler. Les objectifs pédagogiques de ce cours, premièrement, reconnaître les éléments du plan national de planification familiale. Deuxièmement, déterminer les principales méthodes contraceptives, notamment leur mode d'action, indications, restrictions, avantages et inconvénients. Troisièmement, appréhender l'éducation pour la santé et le counseling en planification familiale. Quatrièmement, orienter la femme, le couple, la famille face à des problèmes relatifs à la contraception dans le respect des règles d'éthique et de la déontologie. Cinquièmement, assurer la gestion du support et des différents produits contraceptifs selon le programme national de la planification familiale. Sixièmement, reconnaître les aspects physiologiques, psychologiques et le dysfonctionnement en relation avec la sexualité. Nous avons deux types de compétences qui sont visées par ce cours. Nous avons les compétences disciplinaires et les compétences spécifiques. Les compétences disciplinaires, c'est être capable de contribuer à une prise en charge de la santé sexuelle et génésique de la jeune fille, de la femme, du couple, de la famille et aussi de la communauté. En ce qui concerne les compétences spécifiques, c'est être capable de contribuer à la prise en charge de la femme et aussi du couple en matière de la planification familiale et aussi de la sexualité. Nous avons deux approches pédagogiques pour ce cours. En classe et nous avons une approche du travail hors classe. Pour l'approche pédagogique adoptée en classe, nous avons des exposés interactifs, des présentations-discussions, des exercices d'intégration, des études de cas, visualisation, projection, des travaux du groupe, des démonstrations et on aura aussi l'occasion de faire des jeux de rôle, des simulations, synthèse partielle et finale. Pour le travail hors classe, c'est la rédaction des travaux en groupe et aussi la lecture individuelle et aussi faire des recherches documentaires. Ce cours sera divisé en deux chapitres, le chapitre de la planification familiale et le chapitre de la sexualité. Pour le chapitre 1, on aura l'occasion de voir le programme national de planification familiale, son historique, ses objectifs et ses stratégies. Ensuite, on va voir la prévention de l'infection en planification familiale. On aura aussi l'occasion de voir les méthodes contraceptives, la consultation en PF, comment ça se fait la gestion en planification familiale selon le plan national de la planification familiale. On va voir aussi l'animation d'une séance d'éducation pour la santé pour un groupe cible en planification familiale. On va voir aussi la résolution d'un certain nombre de problèmes, notamment chez la femme, le couple, la famille, face à la contraception, dans le respect des règles d'éthique et aussi de la déontologie. Et aussi, on va voir les prestations de planification familiale adoptées aux femmes et du couple en situation spécifique. Concernant le chapitre 2, la sexualité, on va voir les principales étapes de la vie sexuelle au cours des périodes de la vie, les aspects physiologiques et psychologiques en relation avec la sexualité, les comportements sexuels
chez l'enfant, la sexualité de la femme enceinte et aussi la sexualité et les maladies organiques et le dysfonctionnement sexuel. Commençons par le chapitre numéro 1, la planification familiale. La planification familiale est définie comme étant l'ensemble de moyens et méthodes donnant aux couples et aux individus le loisir d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent au moment choisi par eux, et ce, avec le maximum d'informations sur les conséquences possibles de leurs décisions au niveau personnel et social. La planification familiale est un élément indispensable à la réalisation des objectifs de développement durable. En septembre 2015, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable. Les objectifs 3,7 et 5,6 concernent la santé et les droits en matière de sexualité et reproduction, y compris la planification familiale. La plupart des gens savent que la planification familiale est essentielle à la santé de la femme, mais les bénéfices de la planification familiale dépassent largement le domaine de la santé. La planification familiale est indispensable à la réalisation de ces 17 objectifs de développement durable. Voici pourquoi. Certains objectifs concernent l'éradication de la pauvreté et la promotion de la croissance économique. Donc, en quoi l'accès à la contraception peut aider? Donc, ça peut permettre aux femmes et aux jeunes filles de planifier leur grossesse, ce qui va réduire les dépenses de la santé, permet aux jeunes filles de rester scolarisées plus longtemps et un grand nombre de femmes d'entrer dans la population active et d'y rester. Lorsque les femmes sont plus en mesure de contribuer aux revenus du foyer ou bien de le gérer, elles dépensent plus pour l'alimentation, la santé, l'habillement et l'éducation des femmes. Que font les hommes? Cela va aider à la fois à l'économie et aussi ça va aider les familles. La planification familiale permet également de créer un dividende démographique. Une vie plus longue et des familles moins nombreuses signifie qu'il y a plus de personnes en âge de travailler pour subvenir aux besoins d'un plus petit nombre de jeunes. Ce changement réduit les dépenses et augmente la richesse et la productivité d'un pays. Historiquement, la planification familiale au Maroc a débuté en 1966 avec l'institution d'un programme national de planification familiale par le ministère de la Santé publique qui visait la protection de la santé de la mère et de l'enfant. Par ailleurs, à partir de cette date, des efforts ont été déployés par le gouvernement marocain pour mettre en place une politique fiable de planification familiale. Le 26 août 1966, le décret royal numéro 180-66 a été promulgué instituant la Commission supérieure de la population et ses commissions locales. Le 1 juillet 1967, le décret royal numéro 180-66 a été annulé, ou bien a annulé le Dahir du 10 juillet 1939, qui réprimait la propagande anticonceptionnelle, l'avortement thérapeutique et la vente des produits contraceptifs, tout en approuvant l'utilisation des méthodes contraceptives. D'autre part,
Sa Majesté le roi Hassan II a été parmi les premiers signataires de la Déclaration sur la population de l'Organisation des Nations Unies. La même année, en 1967, la planification familiale a été introduite dans le programme des écoles de formation du personnel paramédical. Et l'État adopta une politique officielle vis-à-vis des questions démographiques et la mise en place d'un programme de planification familiale. Dans le cadre également de la politique de planification familiale, le Maroc, par le biais du ministère de la Santé publique, a pris contact avec différents organismes non gouvernementaux en vue de mettre en pratique cette politique. En 1971, elle avait la création de l'Association marocaine de la planification familiale qui participe à la sensibilisation et à la prestation des services de planification familiale. En 1976, elle avait la création des centres de référence de planification familiale au niveau des provinces et des préfectures. En 1977, elle avait le démarrage de programmes des visites à domicile de motivation systématique pour la planification familiale. En 1981, elle avait l'intégration des activités de planification familiale et de santé materno-infantile au niveau des visites à domicile de motivation systématique. En 1982, elle avait la création du Centre national de formation en reproduction humaine. En 1988, elle avait le lancement du programme marocain de marketing social pour les produits contraceptifs. En 1994, on avait l'introduction de la contraception injectable. En 1995, elle avait l'introduction de la planification familiale en postpartum, maternité hospitalière, et aussi la formation des professionnels de santé en gestion des produits contraceptifs. En 1996, elle avait aussi le lancement de la formation des médecins généralistes du secteur privé en technique de planification familiale. En 1995, il avait le démarrage de l'achat des produits contraceptifs par le ministère de la Santé. Donc ici, il y avait une augmentation de taux d'achat d'une année à l'autre, à savoir en 1995, il avait 13% qui représentait en matière d'achat des produits contraceptifs. Ce taux a augmenté à l'année après, en 1996, presque en double pour atteindre 23%. En 2001, il avait une autonomie en matière d'achat des produits contraceptifs et en 2005, autonomie en matière d'achat de matériel médico-technique. En 1999, il avait l'élaboration des standards de méthode de planification familiale au Maroc. Il avait le lancement officiel du carnet de santé de la femme en 2006. Et en 2010, il avait l'élaboration de la stratégie nationale de la santé et de la reproduction pour l'année 2011-2020 et le démarrage de l'intégration de la détection précoce des cancers, à savoir le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, sachant que ces deux cancers représentaient les deux premiers cancers gynécologiques chez la femme au Maroc. Donc, il avait l'intégration et le démarrage de leur détection précoce dans la santé de la reproduction. En 2012, il avait une redynamisation des centres de référence de planification familiale en centres de référence de la santé de la reproduction.
et l'institutionnalisation du programme national de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus. En 2013, il avait un projet pilote d'introduction de l'implant contraceptif. En 2014, le lancement du processus d'informatisation de la gestion des produits contraceptifs. En 2015-2016, l'élaboration des référentiels de prise en charge de l'infertilité du couple. En 2016, la promulgation de la loi numéro 4714 relative à la procréation médicalement assistée. En 2019, il avait la sortie de la loi numéro 4714 relative à la procréation médicalement assistée, éditée au niveau du bulletin officiel. En 2019, il avait le lancement de ce qu'on appelle self-care, c'est-à-dire les soins auto-administrés en santé sexuelle et reproductive. En 2021, l'élaboration et le lancement de la stratégie nationale de la santé sexuelle et reproductive. En même temps, il avait le lancement du développement du référentiel des soins préconceptionnels. En 2021-2022, il avait le lancement de l'élaboration des référentiels de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Le Programme national de planification familiale a pour objectif de répondre aux besoins exprimés et potentiels de la population en matière de contraception, ainsi de modifier la structure contraceptive en faveur des méthodes de longue durée, d'informer, sensibiliser et motiver les femmes mariées en âge de procréer, de milieux rural et sururbains, sur les avantages et l'efficacité des méthodes contraceptives, impliquer les hommes et les jeunes dans la pratique contraceptive, impliquer les travailleurs sociaux de différents départements socio-éducatifs, à savoir le département de la jeunesse et du sport, des affaires sociales, département d'agriculture, etc., pour participer à la promotion de la planification familiale. Informer, sensibiliser et former les médecins et les pharmaciens du secteur privé afin d'accroître leur contribution dans les prestations de planification familiale. Et aussi augmenter la participation du secteur privé dans l'approvisionnement en matière de produits contraceptifs. Dans le cadre de la stratégie du Plan national de planification familiale, nous avons deux types de stratégies, la stratégie fixe et la stratégie mobile. En ce qui concerne la stratégie fixe, les prestations de planification familiale sont offertes au niveau soit du dispensaire, du centre de santé ou du centre de référence. Concernant les dispensaires, on peut voir un certain nombre des activités qui se font là-dedans, telles que le counseling pour toutes les méthodes contraceptives, la fourniture des services de planification familiale, tels que la pilule, le dispositif intra-utérin, les condoms, les injectables, etc. Et aussi l'orientation du couple. Pour les centres de santé, on peut avoir le counseling pour toutes les méthodes, la fourniture des services de planification familiale, tels que la pilule, le DIU, les condoms et les injectables, à laquelle peut s'ajouter un examen médical pour les clientes, le remplissage du formulaire de consentement volontaire pour contraception chirurgicale volontaire, la CCV, et aussi l'orientation du couple.
Pour le troisième niveau, c'est le centre de référence, donc au niveau duquel on peut avoir la formation, le recyclage du personnel médical et infirmier en matière de planification familiale, la prise en charge des clientes référées des autres structures sanitaires, soit référées du dispensaire ou du centre de santé, counseling pour toutes les méthodes, recrutement et suivi des clientes pour les nouvelles méthodes, la fourniture des services de planification familiale, presque toutes les méthodes, la pratique de la contraception chirurgicale volontaire et dans le cas échéant, orientation des clientes et aussi octroi de rendez-vous. Concernant la stratégie mobile, elle se base sur la notion de l'itinérance. L'itinérance se fait par visite à domicile ou par point de contact, destiné aux populations qui sont éloignées de moins de 10 km autour de la formation sanitaire. Ici, l'itinérant assure les activités de planification familiale suivantes. L'information, l'éducation et la communication, c'est ce qu'on appelle l'IES, pour toutes les méthodes contraceptives. La fourniture de la pilule et les condoms, le réapprovisionnement des clientes en matière de produits contraceptifs, ainsi que l'orientation du couple selon leurs besoins en matière de planification familiale. Nous avons également l'équipe mobile. L'équipe mobile, dans le cadre de cette stratégie mobile, est destinée aux populations qui sont plus éloignées, habitant à plus de 10 km de formation sanitaire. L'unité mobile est généralement médicalisée. Son paquet d'actions se résume comme suit. Donc, nous avons l'information, l'éducation et la communication, l'IES, la fourniture de services en matière de produits contraceptifs, tels que la pilule, les condoms, le DU, si localement adéquat, si le local bien sûr adéquat est disponible pour l'insertion du dispositif intra-utérin, et aussi l'orientation et la référence du couple désirant une contraception chirurgicale volontaire ou encore les injectables. Ce schéma représente un résumé de cette stratégie de planification, bien stratégie du programme national de planification familiale. Donc, comme vous voyez ici, nous avons deux stratégies, la stratégie fixe et la stratégie mobile. Donc, la cliente peut être référée dans le cadre de la stratégie ou bien dans le cadre de la stratégie fixe. Les prestations de planification familiale peuvent être offertes dans les dispensaires ou bien dans les centres de santé ou encore dans les centres de référence. Dans les dispensaires, nous avons l'IES, la fourniture des services de planification familiale, l'orientation et aussi le suivi. Dans le centre de santé, nous avons la même chose que le dispensaire, auquel peut s'ajouter l'examen médical et aussi l'établissement de la fiche de consentement pour la CCV, c'est-à-dire pour la chirurgie volontaire. Dans le centre de référence, donc c'est la même chose, c'est idem que le dispensaire et aussi idem que le centre de santé, auquel peut s'ajouter la vie spécialisée et d'autres, bien sûr, méthodes de contraception, à savoir le Norplan, les injectables, etc. On peut avoir aussi le suivi et la formation, auquel aussi peut s'ajouter une unité pour la CCV.
Dans la stratégie mobile, comme nous avons parlé, nous avons l'itinéraire et on peut aussi avoir une unité mobile. Donc, dans l'unité mobile, on peut avoir l'information, éducation, communication, l'UES, la fourniture des services de planification familiale et aussi l'orientation. Le concept de la santé de la reproduction a été défini par la Conférence internationale sur la population et le développement tenue en Égypte au Caire en 1994 comme suit. La santé de la reproduction est un bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Dans le contexte de ces définitions, la santé de la reproduction a trait au processus fonction-système de reproduction à toutes les étapes de la vie. La santé sexuelle et reproductive implique donc le droit aux individus d'avoir une vie sexuelle responsable, satisfaisante et sans risque, la capacité de se reproduire et la liberté de décider de le faire, le moment et le nombre ici, se traduisant par le droit des hommes, des femmes et des jeunes aux méthodes sûres, efficaces, abordables et acceptables de régulation de la fécondité. L'accès aux services de santé pouvant assurer aux femmes une grossesse et un accouchement à moindre risque et donner aux couples une meilleure chance d'avoir un enfant sain. Il faut donc entendre par service de santé de reproduction l'ensemble des méthodes techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation. Les avantages de la planification familiale en termes de santé et de bien-être pour les femmes, les enfants et les familles dans leur ensemble sont connus depuis des années. La planification familiale en tant que programme commun aux 4 volets de la SSR, de la santé sexuelle et reproductive, présente donc des avantages certains pour chacun de ces 4 volets. Ce tableau résume ces avantages. Donc, pour la santé de la femme, l'APF contribue à la prévention des grossesses à haut risque, la prévention de la mortalité et de la morbidité materno-infantile, la prévention aussi des grossesses non désirées. Pour la santé de l'enfant, il contribue à l'allaitement au sein prolongé, développement physique et psychique plus sain, une meilleure santé et la diminution de la mortalité infantile. Pour la santé des jeunes, il contribue à un bien-être physique et mental et éviter les entraves pour les projets de la vie tels que les études et aussi les projets ou bien la carrière. Pour la santé des hommes, la prévention des infections sexuellement transmissibles SIDA et la diminution des dysfonctionnements et aussi les pathologies sexuelles. Donc, compte tenu de l'importance que revêt la planification familiale dans la SSR, le prestataire doit nécessairement élargir sa vision de la planification familiale et intégrer ces activités comme concept de la SSR. Donc, le plan national de planification familiale s'inscrit dans l'optique de la SSR dans le cadre de la santé de la mère par la diminution de la mortalité maternelle et dans la santé de l'enfant par la diminution de la mortalité prénatale
et aussi infantile. Maintenant, au deuxième partie, c'est la prévention de l'infection en planification familiale. La prévention des infections est un élément essentiel dans la qualité des services. Elle a pour objectif de protéger les clientes et les professionnels de santé de toute contamination en réduisant au maximum le risque de transmission des germes. La prévention de l'infection associe les actions suivantes. Premièrement, se laver les mains. Le lavage des mains est le procédé simple de prévention de l'infection. Il consiste à se laver avec une eau propre et du savon pendant 15 à 30 secondes et de se sécher en utilisant une serviette propre. Le lavage des mains permet de diminuer le nombre de germes. Il doit être fait avant d'examiner une cliente et avant de mettre des gants stériles. Mais aussi après toute situation où les mains ont été contaminées et après avoir enlevé les gants. Deuxièmement, porter des gants. Le port des gants est une deuxième protection mécanique pour éviter la transmission des germes entre la cliente, le professionnel de santé et le matériel. Pour cela, il faut porter des gants dans les situations suivantes. Pour le clinicien, avant l'examen touchant une muqueuse. Pour le personnel de service, ils doivent se servir de gants de ménage propres et épais pour nettoyer les instruments, le matériel et les surfaces contaminées de la salle d'examen. Troisièmement, utiliser des solutions antiseptiques. Les solutions antiseptiques permettent de réduire et parfois de détruire les germes. Elles sont utilisées au niveau des surfaces cutanées et des muqueuses pour les préparer avant de réaliser des gestes invasifs. Il existe un grand nombre de solutions antiseptiques à base d'alcool et aussi à base d'iode. Il faut faire attention, donc les solutions alcoolisées ne doivent pas être utilisées pour les muqueuses. Et aussi, les solutions iodées sont contre-indiquées en cas d'allergie à l'iode. Quatrièmement, éliminer les déchets. Les déchets contaminés par le sang ou liquide organique comportent un risque infectieux et ils doivent être éliminés avec les précautions suivantes. Il faut mettre tous les articles tranchants ou pointus dans des récipients ne pouvant être troués. Il faut éliminer ces déchets selon la procédure adoptée par l'hôpital pour l'élimination des déchets à risque, sinon les brûler ou bien les enterrer. Verser avec précaution les déchets liquides dans les toilettes avec la chasse d'eau. Et laver les mains, les gants et les récipients après avoir jeté les déchets à risque. Cinquièmement, traiter le matériel. Tout le matériel doit être traité avant sa réutilisation. Il doit d'abord être décontaminé, nettoyé, puis lavé et ensuite stérilisé ou désinfecté à haut niveau selon le protocole suivant. Nous avons la décontamination. La décontamination se fait à l'hypochlorite de sodium à 0,5% pendant 10 minutes seulement car il est corrosif pour le métal. Il inactive le virus du sida et de l'hépatite.
Donc, nous avons, c'est bien la préparation de l'hypochlorite de sodium à 0,5%. Donc, on prend un part d'eau de Javel à 12% pour 7 parts d'eau. Concernant le nettoyage consiste à frotter les instruments avec une brosse et de l'eau savonneuse, puis les rincer à l'eau. Ensuite, nous avons la stérilisation. La stérilisation peut se faire soit à la vapeur, avec l'utilisation de l'autoclave à une température de 121 degrés C et une pression de 106 kPa pendant une durée de 20 minutes pour les articles sans emballage et 30 minutes pour les articles emballés. Soit à la chaleur sèche, avec l'utilisation de la popinelle, donc à 170 degrés pendant 1 heure ou bien à 160 degrés pendant 2 heures. Soit chimique en trempant le matériel dans une solution de glutáraldéhyde pendant 8 à 10 heures, ou bien dans une solution de formaldéhyde à 8% pendant au moins 24 heures. Donc cela, bien évidemment, il est indiqué pour la stérilisation des endoscopes. Et dernière méthode, c'est la désinfection de haut niveau. Donc cette désinfection se fait soit à l'ébullition pendant 20 minutes, soit chimiquement en trempant le matériel pendant 20 minutes dans une solution de formaldéhyde à 8% ou bien du glutáraldéhyde à 2%. La désinfection de haut niveau détruit tous les micro-organismes, y compris le virus de l'hépatite B et du sida, sauf les endospores type tétanose.